Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation et à la tech responsable. Alors l'été est peut-être synonyme de vacances, mais pas pour les experts de la fraude en ligne, que ce soit les faux SMS, les appels frauduleux, le piratage des réservations de vacances ou les escroqueries sur les réseaux sociaux. Les cybercriminels profitent de notre relâchement pour redoubler de créativité. Alors si vous voulez passer un été en toute sérénité et savoir reconnaître les pièges pour adopter les bons réflexes, c'est dans le numérique pour tous, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Notre premier invité est familier des pires arnaques et va tout nous dire pour partir bien protégé. David Sultan, bonjour. Vous êtes directeur courtage chez Areas Assurance. Et David, l'été est une période où les fraudes explosent. Quelles sont les plus fréquentes et quelles sont les dernières innovations en matière de fraude que vous avez observées ? Alors, c'est vrai que les fraudeurs, eux aussi, respectent la saison. Et donc, c'est la saison des vacances. Ils s'y attaquent. Et ce qui est assez classique, c'est les fausses locations. Avec notamment, vous arrivez sur place et puis ça n'existe pas. Ou alors, c'est assez différent de ce que vous avez vu sur les photos. Vous pensez avoir réservé 120 mètres carrés avec 4 pièces. Et en fait, c'est un studio. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et puis, il y a aussi parfois des vraies annonces, mais par contre, il y a aussi les arnaques bancaires sur la location. C'est-à-dire que quelqu'un vous appelle et vous dit vous venez d'être piraté, quelqu'un veut louer pour 7 000 € en Espagne sur votre compte, et dans ces cas-là, on va vous aider à éviter la fraude. Sauf que là, il y a une vraie fraude, puisqu'en fait, c'est pas votre banquier qui est au bout de la ligne, mais le fraudeur. Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait appel à une assurance ou déjà on peut partir sur de la prévention pour éviter ce type d'arnaque ? C'est d'abord de la prévention, parce que malheureusement, c'est très dur d'assurer ce genre de contexte, où finalement, vous suivez l'arnaqueur et vous validez des choses. Donc ça, malheureusement, c'est très difficile à assurer. Mais c'est des règles de bon sens et de vigilance. Donc faire très attention aux appels entrants, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous appelle pour vous dire vous venez d'être attaqué, mais vous inquiétez pas, on va vous aider à éviter ça. Il faut raccrocher et il faut appeler les numéros qu'on connaît, son banquier, vérifier, je viens d'être appelé par la banque, est-ce que c'est bien vous ? Et ne surtout pas réagir dans l'urgence, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que souvent c'est ce qui vous fait prendre les mauvaises décisions. Alors, il y a une formule d'assurance aussi maintenant qu'on peut prendre uniquement au moment où on part en vacances pour assurer que ce soit son appareil photo, enfin des choses qu'on utilise de manière très occasionnelle. Est-ce que ça, c'est vraiment économique ou alors c'est un habillage marketing ? Ça s'appelle le pay as you go, je pense, en anglais. Donc, payer comme vous Voilà, comme ça existe en français, tout à fait. Alors, ça existe. C'est vrai que d'un point de vue marketing, ça c'est séduisant parce qu'on vous dit, vous prenez un drone, par exemple, vous allez l'utiliser que 4 jours dans l'année, quand vous partez dans des très beaux endroits à filmer. Et pourquoi l'assurer le reste de l'année ? Mais en même temps, le risque pour l'assureur lui change pas. C'est-à-dire que il a calculé une fréquence, un coût et un coût du risque, et donc un coût de l'assurance qui ne va pas changer en fonction du nombre de jours que vous l'utilisez. Donc finalement, vous allez devoir payer en 3 jours le prix de ce que vous aurez payé sur l'année complète. Et donc, pour moi, c'est plutôt une approche marketing, mais ça ne change rien au fond de l'assurance. Donc en fait, si on lit bien les petites lignes, les astérix de son contrat, il est possible qu'on soit déjà assuré pour ce type de prestation sur un mode annuel. Ah, tout à fait. Si vous avez pris une assurance spécifique sur du matériel, vous pouvez être assuré. Mais voilà, la manière dont vous allez être facturé en pay-as-you-go ou pas, c'est pas du tout une arnaque, mais c'est juste, c'est une autre manière de fonctionner qui peut être séduisante pour le consommateur, mais qui ne change pas grand-chose in fine. David, j'ai envie de vous demander, est-ce que les assurances, elles aussi, peuvent être victimes d'arnaques ? Ça, bien sûr. Par exemple les assurances qu'on connaît très bien, alors on appelle ça les assurances affinitaires, c'est pas très connu comme terme, mais par exemple quand vous assurez un téléphone portable, c'est une assurance affinitaire. Quand vous prenez une assurance voyage, c'est une assurance affinitaire. Toutes ces assurances-là, évidemment, il y a des vrais sinistres, mais il y a aussi beaucoup de faux sinistres. Il y a des faux vols de vélo, il y a des faux vols de téléphone portable, il y a des personnes qui vous disent qu'ils sont malades et qu'ils ne peuvent pas partir en voyage, mais en fait ils ont juste des convenances personnelles qui font que, ou alors ils étaient déjà au courant d'une maladie préexistante et en fait ils se sont dit on verra bien si d'ici là ça va mieux, puis finalement ça va pas mieux, donc ça normalement c'est un refus d'assurance. Ouais. Donc il y a des fraudes. Et en tant qu'assureur, vous assurez vous-même contre ce genre de choses, vous avez anticipé? Non, malheureusement on peut pas s'assurer contre ça, mais
quand on conçoit des programmes d'assurance, on sait que ça existe, et donc dans la partie économique, on en tient compte. Donc malheureusement, les non-fraudeurs payent un peu aussi pour les fraudeurs. C'est malheureusement le cas. Il y a un sujet qui nous touche tous, même si on a la climatisation, et heureusement pour nous aujourd'hui sur ce plateau, la canicule qui a quand même aujourd'hui qui fait beaucoup de ravages. Est-ce qu'on peut s'assurer, puisque ce type d'épisode va se multiplier ? Alors, on peut s'assurer, oui, sur certains domaines. D'abord, on l'est au titre de sa multirisque habitation. Donc, si demain, mon mur se fissure à cause de la sécheresse ou l'étanchéité à cause de la sécheresse, la multirisque habitation sert à ça. Donc, nous, en tant qu'assureurs, tout type d'intempéries, que ce soit la sécheresse ou les inondations, malheureusement, on y fait face. Et d'ailleurs, on le voit bien aux informations, hein, on en parle de plus en plus. Après, puisqu'on parlait de voyage, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des problèmes liés à la canicule pour partir en voyage, c'est-à-dire des moyens de transport qui sont annulés. On a vu beaucoup de trains qui étaient en retard, etc. Et donc, quand on prend une assurance, vous êtes assuré aussi pour ce genre de choses. C'est-à-dire que si il n'est pas possible de se rendre sur votre lieu de villégiature, eh ben, vous allez être assuré en prouvant que les moyens de transport étaient bloqués, que vous allez être retardé, vous n'avez pas pu prendre un avion, vous n'avez pas pu prendre un train. Donc, d'où l'intérêt de les assureurs. David, est-ce qu'on a le sentiment que les assureurs sont malgré tout les grands gagnants des sinistres ? C'est-à-dire que plus il y a de drames, plus vous vous enrichissez. C'est un mythe ou c'est une idée reçue ou c'est une réalité ? Alors, je ne veux pas faire le Calimero, mais je pense que c'est un mythe. Parce qu'effectivement, sur certains programmes d'assurance, ça peut être rentable, mais sur d'autres, ça peut être très déficitaire. Et puis en plus, il y a des événements de la vie qu'on a tous vécu, comme le Covid, aujourd'hui la guerre au Proche-Orient, qui a un impact sur le coût du pétrole. Il y a des avions qui sont annulés. Le Covid, je vous laisse vous rappeler de toutes les annulations, de tous les tests Covid qu'il fallait faire. Et quand on fait de l'assurance voyage et que finalement la personne ne peut pas partir parce qu'elle est testée positive, je vous laisse... imaginez ce que ça a pu coûter aux assureurs. Donc non, il y a des programmes d'assurance de ce type qui effectivement sont rentables, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le sont pas. Le travail d'un assureur, c'est de faire en sorte qu'au global, sur tout ça, on s'y retrouve. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Mais non, on n'est pas forcément le grand gagnant. On essaye, puisque c'est quand même une équation économique, mais on l'est pas forcément. David, 30 secondes pour conclure. Si vous deviez partager un seul conseil avant de partir en vacances avec nos auditeurs. Forcément, en tant qu'assureur, je vais vous dire, assurez-vous. Parce que, et plus finement, alors. Voilà, alors, non, mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est des frais supplémentaires. Quand vous prenez un voyage, on vous dit pour 200 € de plus, vous pouvez vous assurer. Vous dites, ça me sert à rien. Mais les accidents de la vie, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Donc c'est quand même une sécurité, c'est aussi une tranquillité d'esprit. Et puis les agences de voyage, je pense que c'est aussi une autre tranquillité d'esprit quand on fait tout en numérique ou à distance. Quand il y a un grain de sable dans la machine, on parlait d'arnaque, et qu'on se rend compte que finalement c'est pas exactement ce qu'on a acheté qu'on obtient. C'est pas mal d'avoir un vrai interlocuteur, une agence de voyage. Ça a un coût, mais ça a aussi un intérêt, c'est du vrai service. Merci beaucoup David Sultan. Et pour continuer cette émission spéciale arnaque estivale, le président de la Fédération française de cybersécurité, il est aussi président de l'Eurocybergroup, une société spécialisée dans la cybersécurité et la prévention en amont des cyberattaques. David Hofer, bonjour. Bonjour. Alors on le disait, les cybercriminels, ils prennent pas de vacances pendant l'été. Est-ce que les PME et les PMI sont à risque ? Alors, effectivement, ils ne prennent jamais de vacances. Ils travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7, et ils redoublent d'activité même pendant les vacances, parce que les vacances, finalement, sont plus propices, notamment pour détourner des fonds et mener, en fait, des escroqueries, plus particulièrement sur ce qu'on appelle les escroqueries, la fraude au président. Vraiment, la fraude au président ? La fraude au président, si on devait la définir en quelques phrases, c'est un mécanisme assez simple qui consiste finalement à partir de ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'en fait les fraudeurs vont aller détecter qui travaille dans l'entreprise, vont essayer d'identifier quand les dirigeants sont en vacances et vont essayer de se faire passer pour les dirigeants pour demander aux responsables financiers d'effectuer des virements dans l'urgence. C'est toujours dans l'urgence et sous la pression et pour des excuses qui sont bonnes, enfin supposées bonnes. Et à partir de là, en fait, on arrive à vider les comptes en banque assez facilement des entreprises. David, vous observez beaucoup toutes ces cyberattaques au sein de l'entreprise. Les 3 cyberattaques, les 3 typologies les plus fréquentes, si vous deviez les résumer.
Il y en a beaucoup des cyberattaques, mais celles qui reviennent le plus, ce sont les attaques par phishing, c'est-à-dire c'est à peu près 80%, c'est les fameux liens sur lesquels on clique finalement par erreur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement. Bon, après, sur la partie technique, les problématiques de vulnérabilité des systèmes. Et puis, au-delà de ça, les fraudes au président, tout ce qui est ingénierie sociale, fraude d'une manière en général. Ça, c'est véritablement ce qu'on voit sur le côté entreprise. Alors vous-même, vous avez mis en place une solution numérique qui permet de réduire le risque de cyberattaque. Ça, c'est destiné aux PME, aux PMI, aux très petites entreprises. Très concrètement, comment ça fonctionne ? Très concrètement, eh bien, on essaie de sécuriser l'intégralité d'une entreprise avec en fait une seule offre. Puisque aujourd'hui, pour sécuriser complètement une entreprise, il faut une multitude d'offres juxtaposées. Et en fait, on a décidé d'arrêter cette juxtaposition d'offres. Et en fait, nous, on vient avec un package global et vous avez un interlocuteur spécialisé qui va vous couvrir l'intégralité du risque cyber. Alors, j'utilise le mot risque d'ailleurs et je m'en excuse puisqu'on parlait assurance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec un assureur qui est très en avant, qui s'appelle CoverX, mais qui est une assurance cyber pour les entreprises et pour les administrations. Mais c'est comme ça qu'on arrive en fait à sécuriser les entreprises. Concrètement, si une PME subit une cyberattaque un vendredi soir de juillet, parce que c'est jamais vraiment en période très confortable, c'est quoi les 3 premières actions à prendre justement ? Alors surtout ne pas mettre la poussière sous le tapis, parce qu'en fait c'est ce dont on s'aperçoit, c'est que très souvent il y a un salarié qui voit quelque chose d'anormal sur son poste de travail, mais il fait rien. Il ferme son ordi, il part à la maison. Donc en fait, ça c'est les 3 premières choses, c'est surtout signaler à son service informatique. Alors si on n'a pas de service informatique, c'est son prestataire cybersécurité. Il faut le faire tout de suite. Si on n'a vraiment personne, il faut appeler le 17 cyber de la gendarmerie. C'est très utile parce qu'ils peuvent vous donner déjà les premières mesures. Numéro 17, Oui, le 17. Le 17, c'est un numéro de téléphone qui a été mis en place par les services de l'État justement. En cas d'urgence pour au moins mener les premières actions. D'accord. Un conseil, David, également pour nos auditeurs en cette période plus estivale qui sont peut-être des patrons qui vont partir et de très petites entreprises, il faut le dire, il n'y a pas que les très gros qui sont attaqués, même à partir de 5-6, les cyberattaquants se régalent. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dans les petites entreprises, il y a finalement moins de procédures. Donc en fait, elles sont très ciblées, les PME. Donc il faut en fait mettre des procédures en interne. Si je pouvais donner un conseil aux chefs d'entreprise avant de partir en vacances, et s'ils ont un comptable ou un responsable financier, c'est de définir peut-être ce que j'appellerais un espèce de code entre eux, en cas vraiment de virement à réaliser de manière exceptionnelle pendant les vacances. Il faut qu'ils aient une petite phrase entre eux à se dire, quel que soit le contexte, à partir du moment où il y a un virement exceptionnel à faire, où il y a quelque chose d'exceptionnel, cette phrase doit être dite. Si elle n'est pas dite, c'est qu'il y a un problème. Donc ça peut être j'aime manger du gâteau au chocolat. Si cette phrase n'est pas dite à un moment dans la conversation, c'est qu'il y a un problème. Et donc l'interlocuteur en face, le comptable, le directeur financier ou autre, comprend qu'il y a un problème et là, il doit agir. Donc ça peut être alerter les autorités, ça peut être prendre des mesures, ne pas faire les virements, rappeler le numéro habituel. Voilà. Et à partir de là, déjà, on freine beaucoup les problématiques de fraude. Surtout, ne jamais rien faire dans l'urgence. Jamais d'urgence. Merci beaucoup, David Hofer. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération française de cybersécurité et de l'Euro Cyber Group. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de continuer cette émission sur comment se protéger des arnaques pendant cet été. Le numérique pour tous, spécial arnaque et numérique, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et avec les fortes chaleurs que nous connaissons, les demandes de climatisation et de rénovation explosent et les arnaques aussi. Alors comment éviter les pièges et protéger votre argent ? On en parle avec Michael Lenézé. Michael, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement éco-transition chez Sofinco et en fait vous allez nous parler du sujet de la rénovation énergétique parce qu'il est prégnant et au regard des conditions climatiques, certains vont en profiter justement pour saisir l'opportunité de faire une arnaque. Je pense qu'on a tous vécu la même chose, c'est quand il fait très chaud, on a tous envie de faire des travaux, de climatiser sa maison, de rénover. Et c'est justement là où les arnaqueurs arrivent, puisque finalement vous vous précipitez pour faire des travaux, pour engager des frais. Alors qu'en fait, le vrai sujet, la rénovation, c'est pas un instant, c'est un travail de longue haleine et que du coup, il faut réfléchir avant
de faire ce genre de travaux. Alors, oui, Mickaël, dites-nous concrètement les pièges les plus fréquents dans lesquels vont tomber les particuliers. Les plus fréquents, c'est un démarchage à domicile, pour la plupart du temps, où les gens vont être très charmants, très agréables, et vont vous proposer des travaux à pas cher. Et c'est là que l'arnaque commence, puisqu'ils vont vous demander de mettre des acomptes, de signer des devis, de signer des factures. Et rappelez-vous que quand vous êtes à domicile, vous êtes protégé par la loi, puisque vous avez un droit de rétractation de 14 jours sans aucune explication. Il faut en abuser. Et en fait, l'idée là-dedans, tout ça, c'est de se dire, et c'est assez troublant d'ailleurs de voir que l'organisme qui s'appelle France Rénov, en première page, affiche « Attention aux arnaques ». Ça montre bien que sur le secteur de la rénovation, sur le secteur des travaux, ça existe énormément. Alors, les premiers réflexes, parce que là, ici, on veut savoir dans mon émission, comment se protéger. Réflexe, première chose, on n'ouvre pas sa porte à n'importe qui, donc il faut savoir qui se présente. Peut-être accepter le fait de faire entrer quelqu'un et de faire un diagnostic, mais ne jamais rien signer immédiatement. Il faut prendre le temps de la réflexion, ne pas verser d'acompte, vérifier derrière, une fois que la personne est sortie, que c'est une entreprise qui existe, donc vérifier à travers le SIRET sur les sites aujourd'hui qui existent, type Papers et autres, que la société existe vraiment, vérifier qu'elle a bien pignon sur rue, qu'elle a bien les agréments qui vont bien et les enregistrements qui vont bien. C'est des choses de vérification assez de base qu'il faut faire. Mais ça demande quand même un gros travail pour quelqu'un qui est un peu vulnérable et qui n'est pas familier du numérique. Quel conseil vous donneriez ? Si vous êtes vulnérable, vous avez forcément un entourage. En tout cas, on espère que vous avez un entourage. Et donc, c'est cet entourage qui doit aussi vous conseiller. Je vous cite juste une anecdote qu'on a déjouée chez Sofinco il n'y a pas très longtemps. Une personne de 85 ans qui signe un devis et donc quelque part des travaux pour des panneaux solaires. Et quand on regarde les panneaux solaires, il y en a eu pour 40 000 €. Donc ça a déclenché au service opération chez nous un contrôle, puisque l'idée c'est de dire mais qu'est-ce qu'il installe pour ce prix-là, puisqu'en moyenne, installer des panneaux solaires pour un foyer normal et moyen, c'est entre 12 et 15 000 €. Et donc du coup, forcément, l'âge de l'emprunteur plus le montant des travaux, ça a déclenché cette enquête. Et heureusement, puisque c'était une arnaque, puisque derrière, c'est un monsieur fragile qui rêvait d'installer des panneaux solaires sur sa maison et trouvait que c'était génial de pouvoir s'auto-alimenter de sa consommation électrique, sauf que le prix était sans commune mesure avec la réalité du marché. Et donc, faut être très vigilant là-dessus. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a sur les sites internet, mais il faut encore être adepte au numérique, mais on peut vérifier pas mal de choses quand même. On peut vérifier des choses de cohérence. Voilà. Et vraiment, le maître mot, c'est attention, soyez vigilants, soyez critiques, gardez votre sens critique. Je pense que c'est vrai dans la vie. S'il y a un doute, il y a certitude. Donc là, il faut vraiment aller investiguer. Mais Mickaël, en cas d'arnaque ou de travaux mal réalisés, est-ce que l'assurance peut réellement intervenir justement si on s'aperçoit l'assurance, ça ne va pas pouvoir faire grand-chose puisque l'idée, c'est que c'est pas ça qui est assuré. Vous avez signé des travaux, il y a une décennale qui court chez votre artisan, mais encore faut-il qu'il soit vraiment assuré. Et la malfaçon, c'est tout le sujet du conflit, puisque derrière, des sociétés peuvent disparaître, peuvent changer. Donc, il faut vraiment être vigilant. Donc, la seule vigilance première, c'est de vérifier la qualité de l'entreprise, vérifier qu'elle est bien inscrite dans les différents répertoires de CAPEB, de RGE, etc., qui vont faire que vous êtes sûr de l'entreprise. Soyez vigilant quand une entreprise vient de se créer. En général, c'est pas bon signe. C'est pas qu'il faut pas créer une entreprise, c'est juste que il faut faire attention, il faut être plus vigilant, il faut vérifier qu'elle est bien dans votre quartier ou votre truc. L'entreprise qui est complètement offshore et qui vient chez vous alors qu'elle est immatriculée à 200 km, c'est pas bon signe. Justement, Mickaël, par rapport à ces erreurs que vous observez, dans le processus, on va dire, préalable de quelqu'un qui veut faire une rénovation, c'est quoi les différentes étapes où il faut être vigilant et vous vous dites, là, on aurait pu éviter cette erreur ? Vigilant, c'est première chose. Je dis ça tout à l'heure, mais pas signer au premier coup et surtout faire venir plusieurs entreprises. Comparer. Et quand vous comparez, vous avez, au bout d'un moment, vous avez un étalon suffisamment clair pour faire les travaux dans une bonne facture et avec les bons prix. Donc voilà, je pense que la rénovation, c'est pas un instant, c'est un travail de longue haleine. Et donc du coup, c'est de prendre le temps de la réflexion. Et sa maison ou son logement, il existe depuis bien longtemps et qu'on n'est pas à quelques mois près. Je reviens sur ces fortes chaleurs, messieurs, tous les trois, on est en train de voir une forme de bascule avec des nouveaux peut-être moyens qui vont être nécessaires d'être mis en œuvre parce qu'il y a des nouvelles conséquences. Vous êtes en train de réfléchir au monde de demain et à ces nouveaux risques qui vont apparaître. Peut-être David ou Mickaël, comment vous anticipez cet avenir de plus en plus incertain au quotidien ? En fait, c'est la nouvelle norme qui nous concerne tous et peut-être même David Hofer. D'un point de vue assurantiel, c'est vrai que nous, on est très sensible à ça. C'est-à-dire que
quand on anticipe les risques de demain, on pense naturellement aux risques écologiques et aux intempéries. On essaye d'être suffisamment intelligent dans la répartition de nos risques pour être capable d'assumer les aléas que vont subir immanquablement en fait les clients. Donc il n'y a pas malheureusement de solution miracle, c'est surtout prévoir et provisionner, un terme un peu financier, mais provisionner ce type de risque pour pouvoir servir nos clients. 30 secondes, Mickaël. Non, juste peut-être le préalable à tout ça, c'est l'audit énergétique. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans les grandes sociétés, des entreprises comme Saint-Gobain, j'ai pas d'action particulière chez Saint-Gobain, mais font ce genre de choses, et ça permet de poser un diagnostic pour dire comment je me protège du froid, mais aussi de la chaleur. Et donc quelque part, c'est ça qui pose le débat et qui permet de se prémunir. Après, les assureurs sont pas encore allés sur des débats sur dire est-ce que toutes les zones sont toujours assurables, et c'est un débat qui arrive en fait. C'est vrai, il y a une utilité, ouais, exactement. Tout à fait. Okay. David, 30 secondes pour conclure. Alors le numérique, par définition, on a toujours été dans l'évolution perpétuelle, ça change tous les jours, et donc on essaie toujours d'anticiper, mais en fait, dans la cybersécurité plus particulièrement, on est toujours plutôt en réaction. Même si on essaie toujours de mettre en place de la prévention, et c'est ce qui fait la différence. Et plus on va mettre en place de la prévention, plus on va pouvoir quand même prévenir, comme son nom l'indique, les risques et puis les accidents malencontreux. Merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages respectifs. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la dernière émission de l'année. Alors, un immense merci à vous tous pour votre fidélité. C'est un grand plaisir. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver chaque dimanche dans le numérique pour tous. Je vous souhaite un très bel été, déconnecté et surtout profitez de l'essentiel. Je vous dis à très bientôt.